Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Level S3D, bienvenue sur la plateforme de crowdfunding WeSeed. Ça fait à peu près maintenant un mois qu'on est en collecte. On est très heureux de cette aventure, on est très heureux de la partager avec vous. Merci à tous ceux qui ont déjà soutenu le projet et puis j'espère que je vais me montrer un peu assez clair ce soir. Voilà, j'arrive, je me mets dedans, je vais montrer assez clair ce soir pour vous faire partager un petit peu ce projet. Alors, d'abord, je vais vous présenter la société Level S3D. On est éditeur de logiciels et ça fait à peu près maintenant, depuis septembre 2012, qu'on a commencé cette aventure. On est éditeur de logiciels de scan 3D temps réel. Alors, bien sûr, pour faire cette aventure, je ne suis pas seul. Voilà, aujourd'hui, on a une équipe d'ingénieurs, on a une équipe de marketeurs commerciaux et puis autour de 4 fondateurs. Donc, moi, je suis Yannick Folliard, le CEO de Level S3D, et puis Aymeric qui est en ligne. Je vais le laisser se présenter. Bonjour, moi je suis le directeur technique de la société. Voilà, et il interviendra sur des questions techniques si vous le souhaitez. Autour de nous deux, bien sûr, il y a Caroline Jacquemot, la directrice de la communication, et Nicolas Gergenson, qui est notre directeur commercial. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour monter une société comme Level S3D, on a besoin de s'entourer d'un bon écosystème. Et on a été s'installer à 3 parce que tout était réuni pour qu'on puisse développer convenablement notre produit. Et la première des choses que nous avons souhaité en nous installant à 3, c'est de collaborer avec l'Université technologique de Troyes, donc très, très proche d'eux. Et on a KO, qu'on peut voir en photo, qui est notre trésor, qui a fait le lien en fait entre l'équipe universitaire qui nous a aidé à développer notre produit et la partie interne de Level S3D, donc KO était en tête, avec toutes les équipes autour, qui nous ont aidés à développer notre application que je vais vous présenter maintenant. Alors, à quelle problématique on répond? En fait, c'est très spécialisé dans le marché du bâtiment et spécialement dans la rénovation. Pourquoi? Parce qu'on vient scanner l'existant. Mais il y a un facteur qui revient tout le temps dans la rénovation, c'est qu'un plan sur 2 est erroné. Un plan sur 2, souvent, est inaccessible. Et une chose est sûre, c'est qu'il n'existe pas de maquette 3D. S3D Capture, notre application, aujourd'hui, répond à cette problématique simple. On arrive avec le téléphone, on scanne une pièce, 2 pièces, et à l'issue de ce scan, en fait, on a le modèle 3D, le modèle géométrique, l'empreinte numérique de cette pièce. Et à l'intérieur de cette empreinte numérique, on peut générer un certain nombre de choses. En premier lieu, le modèle 3D. Et de ce modèle 3D, on pourra générer un plan 2D. Et tout ça instantanément et sans connexion Internet. Là-dessus, en plus de cette empreinte numérique, aujourd'hui, S3D Capture permet de faire du diagnostic en réalité augmentée. C'est-à-dire que je vais viser un mur, il y a une fissure, je vais faire de la détection de matériaux et tout ça, au lieu de le retranscrire à la main, je vais le signaler directement dans l'application. Et ce que je vais signaler va rester dans le modèle, va voyager dans le modèle et va se retrouver, ces informations vont se retrouver partagées avec tout le monde instantanément dans les logiciels sous forme de PDF. Mais le gain de temps pour nos clients, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'en même temps que je fais mes relevés, je fais aussi mon diagnostic. Et encore quelque chose qui est de l'ordre du partage, c'est-à-dire que l'utilisateur qui va venir faire son relevé peut instantanément envoyer ses modèles, comme je vous l'ai expliqué. Au bureau d'études, avant même que l'utilisateur ait quitté les lieux, on va pouvoir contrôler ses scans et lui dire attends, tu as oublié la salle de bain, ou alors refais un scan, ou alors tout est parfait, on a toutes les informations qu'il faut. Donc, on gagne du temps avec cette application. Alors, j'ai quelques modèles. Si vous avez parcouru un petit peu notre dossier sur la plateforme WeSeed, vous avez certainement vu ces 2 modèles qui sont accessibles. Je vous rappelle, il y a des liens, vous pouvez aller voir dans votre navigateur. Vous allez voir afficher le modèle 3D, donc le nuage de points qui est issu. Donc, c'est vraiment le scan brut. Alors, je me permettrai, moi, de m'interrompre là. Je vais laisser Aymeric juste vous expliquer ce que c'est qu'un nuage de points, ce que c'est qu'un scan et très rapidement de quelle façon ensuite, à la main, on le change et on en fait une maquette CAO ou une maquette BIM. Aymeric, si tu veux intervenir. Alors, le nuage de points, c'est en fait le résultat brut de ce qui est sorti d'un scanner. Le scanner, que ce soit un scanner posté haut de gamme à 50 000 € ou le scanner qu'on a intégré, nous, dans le téléphone mobile, fonctionne de la même manière. C'est-à-dire qu'on va venir dans l'environnement,
on va venir, selon les paramètres de configuration, par exemple, un point tous les 2 cm, c'est ce qu'on prend quand on génère un scan ou quand on scanne une pièce de ce type-là. On va venir, et le scanner, assez bêtement, pour tout l'espace, va venir prendre un point tous les 2 cm. Et ces points tous les 2 cm, quand on les affiche, ben voilà, ce qu'on obtient, c'est un nuage. Vous comprenez l'analogie avec le nuage, un nuage de points. Donc, plus on est loin, plus on a l'impression que c'est un rendu presque photoréaliste, parce que les points se retrouvant les uns à côté des autres, on a une impression de photo. Par contre, plus on zoome et plus on se rapproche, plus on vient éloigner les points et plus on remarque effectivement que c'est un nuage de points. Donc, nous, on travaille la 3D. Ça, c'est la forme initiale qui est souvent difficilement exploitable. On a une valeur ajoutée où dans l'application directement, on va venir transformer ce nuage de points en un maillage. Et puis là, Yannick est en train de montrer une maquette. Ça, c'est le résultat final. On y reviendra par la suite de ce qu'on peut obtenir après une phase de numérisation avec un petit retravail. Donc, une part du travail automatique. Et puis là, il y a eu un petit peu d'infographie 3D où l'infographiste a rajouté quelques meubles. Mais les ombres et les lumières sont calculées directement dans l'application. Ouais, exactement. Donc, aujourd'hui, on livre le nuage de points et nos utilisateurs, nos clients, les architectes, le transforment en une maquette numérique comme on vient de vous montrer. L'innovation pour cette année, c'est une innovation très forte parce que, évidemment, nos clients nous disent le nuage de points, c'est bien, moi je l'importe, mais j'ai un travail d'infographie à faire, c'est-à-dire je prends mon nuage de points comme un calque et je fais ma maquette. Ce qu'on va proposer cette année, c'est une innovation qu'on a présentée en avant-première au CES de Las Vegas. C'est qu'on va automatiser sur l'application directement le passage de ce nuage de points vers la maquette numérique automatique. Alors, le bénéfice client, évidemment, il est énorme parce que là, non seulement on gagnait déjà du temps en faisant un relevé à partir d'une simple application qu'on partage instantanément, mais là, cette étape de remodélisation, on l'a fait encore gagner à nos clients et il arrive directement avec une maquette 3D. Alors, c'est pareil, je vais vous montrer concrètement ce que va être calculé directement dans l'application, ce qui va être calculé dans l'application. Voilà, donc là, je refais l'exercice, je passe sur un nuage de points bruts. Là, c'est une petite salle de réunion, si vous voyez, je la fais tourner. Et au fur et à mesure qu'on est face à la caméra, en fait, automatiquement, on voit tous les meubles qui sont face à nous. Donc, la pièce que je vous montre a bien été scannée en totalité. Voilà. Et maintenant, à l'intérieur de cette application, on va avoir un calcul automatique qui va passer du nuage de points en une maquette numérique qui est là plus proche de ce que veulent nos clients et qui est très proche de ce qu'on transforme dans un logiciel comme AutoCAD et Revit, et je ne les citerai pas tous. Voilà. Donc, confirme-moi, Aymeric, qu'on voit bien ma petite démonstration. Oui, je confirme. Voilà ce que c'est que notre innovation cette année, c'est on automatise encore le processus et ça s'appelle Automodel. Alors, le marché, c'est tout ça, c'est tiré en avant par quelque chose qu'on entend beaucoup, qui est dans l'actualité, c'est la transition énergétique. Bien sûr, tous nos clients doivent non seulement se conformer à des données réglementaires qui arrivent avec l'impulsion de l'Europe, c'est-à-dire que tous les travaux dans le neuf ou en rénovation devront passer par une maquette numérique qu'on appelle le BIM. Et cette maquette numérique va être le carnet de santé du bâtiment. Donc, progressivement, en même temps que nos métiers se digitalisent, il y a aussi cette obligation de tout centraliser autour d'une maquette numérique. Et donc, tout ceci est fait pour contribuer à la transition énergétique et enfin pouvoir simuler tout ce qui est économie d'énergie, gestion des flux thermiques et ainsi de suite. Donc, la maquette numérique va regrouper toutes ces données. Donc, aujourd'hui, quand nos clients arrivent et qu'ils vont scanner l'existant, in fine, ils auront une maquette numérique. Alors, les goodwill, ce qui arrive de bien dans la société. Parce qu'une start-up, ça progresse. On a eu 4-5 ans de R&D. Maintenant, on a des clients, on a nos utilisateurs, on est confronté au marché. Et
la seconde étape pour nous à franchir, c'est bien cette étape-là, c'est l'étape de commercialisation. Au niveau de la techno, on est propriétaire de notre technologie. On a déposé un brevet en méthode de reconstruction 3D. Donc ça, c'est le fruit du travail entre les équipes de l'EVSRD et l'Université technologique de Troyes. Ensuite, on a des partenariats clés, des partenariats métiers clés. On a un partenariat notamment avec le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui évidemment est intéressé pour mettre à disposition le plus facilement possible à tous les acteurs du bâtiment des outils pour pouvoir récupérer les modèles, voir les modèles, partager les modèles, faire leur diagnostic. Donc ça, c'est tout le travail en commun qu'il y aura entre le CSTB et le grand public, et nous, plus particulièrement, des ponts au niveau de la recherche pour que les données issues de S3D Capture soient compatibles avec ce qu'ils vont mettre sur le marché, les outils digitaux qu'ils vont mettre sur le marché à disposition. Enfin, je le rappelle, on est compatible avec les principaux logiciels de concession, ça c'est très intéressant. Et puis, au niveau des partenariats, on commence à avoir des partenariats intéressants. Alors, Huawei, ce n'est pas un acteur du bâtiment, mais ils vendent des smartphones. Alors, pourquoi ils s'intéressent de près ou de loin à nous? Parce que, comme d'autres fabricants de smartphones, ils aimeraient bien incorporer ces petits capteurs dans leur téléphone. Donc, on est en train de discuter sur ce point. Ensuite, Navis, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est une société allemande qui fait de la numérisation, mais sur des très, très gros volumes, et qui, comme nous, voit un intérêt à ce que nos deux sociétés se parlent. Ensuite, bien sûr, il faut des prescripteurs de choix pour faire connaître notre application. Donc, on travaille très proche avec la Fédération française du bâtiment et la CAPEB. Et enfin, c'est une annonce qu'on avait fait sur les news, sur la plateforme ou site, si vous suivez nos actualités. La société Occipital est une société américaine qui sont les premiers à avoir sorti ces petits capteurs 3D. Et en fait, la particularité, c'est que ce sont des add-ons qu'on vient plus sur l'iPad ou sur un smartphone. Et du coup, nos équipes ont du CES et on va rendre compatible notre technologie sur ces petits capteurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est compatible sur Asus, mais très très vite, et quand je dis très très vite, c'est dans les 3, 4 à 5 mois à venir, on va être compatible aussi avec cette petite caméra. Et si vous possédez un iPad, il suffira juste d'acheter la petite caméra et voilà, vous pourrez numériser en 3D. Enfin, au niveau de nos succès commerciaux, on a plus de 200 comptes actifs aujourd'hui. Et bien évidemment, le travail de cette année va être d'accélérer pour avoir plus de clients et plus de comptes actifs. Enfin, une chose très importante, en 2016, soutenu par le plan de transition numérique du bâtiment, qui est une initiative de l'ancien gouvernement, mais qui est poursuivie par l'actuel, on a eu le prix de la numérisation décerné par les experts, le prix de la numérisation sur notre application. En client clé, j'ai quelques exemples, je ne vais pas tous vous les citer, mais au moins, c'est des exemples qui parlent. Vinci Facilities, aujourd'hui, utilise S3D Capture. SPAC utilise S3D Capture. On a aussi quelques écoles, dont l'École nationale d'architecture. On a Engie, on a Enedis, on a SNCF qui sont nos clients et qui utilisent notre application soit de façon directe, soit de façon indirecte. Et j'y reviendrai peut-être un petit peu après où Aymeric précisera ce point. Parce que, étant propriétaire de notre technologie, bien évidemment, on a une stratégie de vente indirecte et il y a beaucoup d'industriels qui sont intéressés par la reconstruction 3D. Enfin, dans les contrats et partenaires à venir, on a des gens comme OnlyYou, qui est une plateforme de mise en relation de professionnels, qui est une filiale de Saint-Gobain. J'Expertise, qui est un grand cabinet de géomètres qui teste actuellement notre application. On a Allodia, qui est un des leaders du diagnostic en France, qui teste activement aussi notre application. Et puis Navis. Donc, Navis, c'est une société allemande avec qui probablement on va collaborer parce qu'ils ont mis un système de scanner, mais de très, très gros volume. Et ce petit scanner, en fait, roule sur un petit chariot. Et évidemment, dans les petits espaces, dans les escaliers ou dans des endroits incongrus, eh ben, il est battu. Et donc, on s'est dit, nous, on ne fait pas de la très grosse surface, mais on fait plutôt les endroits petits, voire des appartements, des logements, en tout cas à taille humaine, je dirais, hein, pas du centre commercial. En mélangeant nos technologies, on pourrait arriver à mettre en place une offre commune et c'est ce qu'on va s'efforcer de faire lors de cette année. Donc, nos objectifs en R&D sont clairs, je vous l'ai expliqué, on vous l'a même montré, c'est automodèle, automatiser pour nos clients la maquette numérique 3D. On va aussi ajouter de la vidéo 360 sur le modèle.
ce qui nous permettra de répondre aussi à la forte sollicitude des métiers de l'immobilier. Et d'ailleurs, sur vos commentaires, vous avez souvent dit de manière très juste que ça avait un intérêt dans l'immobilier. On vous croit sur parole, j'allais dire, parce que voilà, dans notre roadmap de cette année, on va l'inclure. Et puis, cette levée de fonds, elle va nous servir à renforcer les équipes, parce qu'avant tout, une startup comme Amount, c'est une aventure humaine, c'est des petites équipes. Là, aujourd'hui, on est 10, mais rapidement, au courant de l'année, on aimerait passer 15 et 16 en renforçant les équipes marketing commerciales, en renforçant aussi la R&D. On a un gros travail de notoriété sur la marque, et ça signifie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse connaître S3D Capture. Donc ça, c'est tout le travail que l'on fait à travers les réseaux et à travers nos partenaires prescripteurs. Et enfin, évidemment, on réfléchit à se développer à l'international, c'est incontournable. Vu que notre système, c'est un système par abonnement, aujourd'hui, on a déjà des clients européens, on a déjà des clients sur le continent américain. Donc, le développement à l'international sera partie de notre stratégie également. En conclusion, on est donc en pleine levée de fonds. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça se passe bien sur WeSeed, mais évidemment, on a encore un mois et demi où on espère qu'on va convaincre encore d'autres personnes. Et merci à tous ceux qui sont déjà venus, je me répète, mais vraiment, c'est une belle aventure qu'on vit sur le crowdfunding avec vous. Et bien sûr, vous tous, vous serez co-investisseurs. Il y a la Caisse des dépôts qui a confirmé son intérêt qui va venir à hauteur de 350K dans ce tour. Il y a BTP Capital Investissement qui est un fonds spécialisé dans le bâtiment. Et depuis peu, il s'intéresse aux startups parce que dans le bâtiment, c'est aussi des startups qui vont faire tous ces métiers de demain. Donc, ils viennent au capital de Level S 3D. Et puis, ils ont une forte capacité à nous suivre. Bien évidemment, l'intérêt d'être avec un BTP Capital, une caisse des dépôts et avec vous, c'est que voilà, on est parti pour 5 ans, 6 ans et que probablement ce sera des partenaires sur le long terme qui seront indispensables pour nous. Voilà, donc je conclue un peu là-dessus. Je vois qu'il y a quelques questions. Donc, moi, Aymeric, on va répondre à toutes ces questions. Je reste sur le slide de conclusion et je vais peut-être prendre la première question. David qui demande: est-il possible de visualiser un nuage de points obtenu avec un scanner et le même bâtiment avec un mobile? Est-ce que la remodélisation se fait avec le CPU du mobile ou sur serveur de la société en SAS? Alors, Aymeric. Je peux peut-être répondre. Ouais, donc oui, le gros avantage et le parti pris qu'on a fait côté R&D, c'est que tout se traite sur le mobile, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'intégralité de l'application sans connexion Internet. Alors ça, c'est une contrainte qu'on s'est fixée dès le départ parce que la majorité de nos clients, quand ils se retrouvent sur des chantiers ou dans des zones en sous-sol ou dans des bâtiments de nouvelle génération qui sont assez peu perméables aux ondes, et ça on l'a noté, on a peu ou pas de réseau. Donc l'objectif étant de pouvoir numériser une pièce ou un ensemble de pièces et surtout de pouvoir se rendre compte avant de quitter les lieux que la numérisation qu'on en a fait est complète au vu des objectifs qu'on s'est fixés. Ça peut être une modélisation pour un pré-projet, pour en tirer des plans ou quoi que ce soit. Ce qu'on veut, on veut aller à l'encontre des problèmes que souvent nos artisans nous remontent, par exemple, ou les cabinets d'études, c'est-à-dire qu'on vient une première fois et puis on a oublié quelque chose, donc on se redéplace. Donc l'avantage de l'application S3D Capture, c'est qu'en faisant une numérisation 3D, déjà elle est exhaustive, à condition de pouvoir vérifier sur place que le modèle qu'on obtient est bien celui qu'on souhaite avoir. Donc, pour répondre, oui, on peut faire toutes les étapes de visualisation sur le mobile et toutes les étapes de calcul se font directement sur mobile. Et ça n'intéresse pas que les professionnels du bâtiment. On a été approché par les services de la sécurité intérieure, le ministère de l'Intérieur, la Défense, pour des raisons que vous comprenez bien, et en tout cas pour le faire de manière complètement furtive, sans aucune signature réseau. Et au CES, notamment, pour la petite anecdote, on a été approché par les services qui s'appellent Homeland Security, qui sont l'équivalent du ministère de l'Intérieur là-bas, donc ils sont aussi très intéressés. Alors certes, c'est pour faire de l'espionnage, mais bon, en tout cas, il y a un potentiel dans ces domaines-là. Merci, Aymeric. Alors, j'ai une seconde question. Gérald demande: peut-on scanner un bâtiment, un monument, une sculpture pour en faire une maquette 3D pour un public en cécité? Alors, je réponds aussi. Alors,
Aujourd'hui, le scan 3D peut être appliqué à des pièces ou à des objets, ça indépendamment l'un de l'autre. Par contre, la modélisation, pour pouvoir modéliser automatiquement, il faut qu'on vienne mettre des hypothèses sur ce qu'on cherche. Aujourd'hui, le système de modélisation est vraiment adapté aux pièces et aux bâtiments parce que ce qu'on va chercher dans le scan 3D sont plutôt des plans verticaux que sont les murs, des plans horizontaux que sont le sol et le plafond. Si on s'attaquait à des objets complètement, on va dire, presque organiques, comme là le cas d'une statue, on n'aurait pas aujourd'hui la matière pour trouver ces bonnes primitives et en faire le bon modèle. Donc retenez qu'automodèle, c'est quand même adapté plutôt au modèle d'architecture, alors que la numérisation, à la rigueur, peut être faite sur n'importe quel objet ou n'importe quel type d'environnement, pièces, bâtiments, etc. Même les façades en extérieur. Alors, notez bien que la portée du capteur, qui est ici au dos du téléphone, est autour de 5 mètres. Donc, quand je dis scan extérieur ou scan de façade, c'est quelque chose que je peux, à portée de bras, pouvoir atteindre. Donc, on va être sur 5-6 mètres de portée grand maximum. Mais sinon, oui, c'est possible. Okay, merci, Aymeric. Romain nous demande, pourriez-vous préciser en quoi la modélisation 3D permet d'agir sur les questions énergétiques? Le lien est mystérieux pour un profane. Or, c'est un point très important en termes de volume de marché à l'avenir. Alors oui, en fait, nous, la transition énergétique, c'est un lien indirect. En fait, nous, on donne des outils à tous les artisans parce qu'il y a une forte demande de rénovation. Voilà. Et donc, si on leur fait gagner du temps pour acquérir et pour faire des travaux, c'est un lien direct avec, je dirais, le totem qui est la transition énergétique. Voilà le lien qu'il y a. C'est tout simplement ça. Et j'ajouterais juste une petite chose, c'est qu'une fois qu'on a le modèle, on a, contrairement au nuage de points que vous avez pu voir, le modèle, lui, définit des surfaces. On a un objet complet qui est un mur. Un objet complet qui est un mur, donc du coup, on définit une pièce. Donc du coup, on calcule hyper facilement les surfaces et les volumes. Et c'est vrai que dans le diagnostic, c'est souvent ce qu'on nous demande en numéro 1. Donc un diagnostic énergétique, par exemple, on va positionner les radiateurs, on va positionner les fenêtres, qui sont souvent des sources soit de chaleur, soit où la chaleur va s'en aller. Et puis, en calculant, en ayant les volumes des pièces et en connaissant un peu l'isolation, on injecte ça dans les outils de simulation et on a des résultats assez rapides. Merci, Aymeric. Question de Bertrand. Bonjour Bertrand, ingénieur géomètre. Quelle est la portée et quel est le bruit constaté sur le nuage de points? Je crois que c'est encore une question pour toi, Aymeric. Alors, aujourd'hui, la précision est centimétrique. Donc, à comparer peut-être au système Faro, Trimble ou Leica, qui sont des scanners postés, très grande portée. Donc, la portée, je l'ai dit, c'est autour de 5 mètres. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas scanner des pièces plus grandes. C'est juste qu'il va falloir en faire le tour. Donc, quand j'ai une pièce, je vais me balader et scanner avec ce type d'appareil. C'est comme si je filmais l'intégralité de mon environnement. Alors, l'avantage d'avoir un scanner complètement mobile, c'est que si je dois passer dans un recoin, si je dois passer scanner sous une table ou à l'intérieur d'un meuble, c'est possible en une seule fois. Donc, notez 5 mètres de portée. Et puis, le nuage de points, on va dire qu'il est un peu bruité si on le prend brut. Mais tout le travail qu'on fait de filtrage et d'amélioration pour arriver au maillage et ensuite au modèle automatique, c'est justement, toute l'intelligence est là, c'est enlever le bruit pour obtenir des surfaces qui sont réellement planes, qui vont être directement utilisables, soit pour en faire des plans 2D. Donc, si je fais un plan de coupe dans mon modèle, je vais obtenir le plan 2D. Et surtout, je vais directement dans ce modèle avoir la capacité de prendre des mesures. Donc, on s'affranchit du bruit dans le passage, dans la moulinette, on va dire, automodèle. Alors, on a beaucoup de questions techniques, Aymeric. Du coup, Marc nous demande quels sont les plus petits volumes scannables? Alors, plus petit volume scannable, on peut descendre. Déjà, important, c'est qu'on peut faire varier la densité de points. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait, pour une pièce en général, on prenait une densité moyenne d'un point tous les 2 cm. Ça, c'est ce qui nous permet d'avoir, en termes de quantité d'informations, quelque chose qui soit ni trop riche, ni pas assez. Parce que plus on va augmenter cette densité, c'est-à-dire que si je mets un point tous les 2 mm, comme l'application pourrait le faire, on va se retrouver avec une très grosse quantité d'informations à gérer. Donc, pour une pièce, par exemple, ce serait beaucoup trop. En revanche, pour des petits objets, on peut scanner avec une densité plus forte.
la portée minimale, enfin, le minimum de distance à laquelle on est obligé de se mettre, c'est à peu près 40 cm. Donc voilà, 40 cm, si on veut en faire le tour, les plus petits volumes à scanner, je dirais que quelque chose d'1 mètre par 1 mètre, 1 m3, enfin, c'est à peu près, je pense, la réponse que j'apporterai. Ok, merci. David nous demande, avez-vous des traitements qui se basent sur la texture des surfaces pour évaluer les matériaux utilisés? Alors, on utilise la couleur en plus de la forme pour discriminer un certain nombre de choses, notamment si un élément, quand on va faire la modélisation automatique, appartient plutôt au bâti ou est plutôt un meuble. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas encore intégré cette analyse de texture pour essayer de faire une sorte de corrélation pour en déduire le matériau. Je pense que c'est quelque chose qui viendra. En revanche, dans la partie modélisation automatique, et l'équipe en est là, en fait, dans ces tests, c'est qu'on commence à faire de la segmentation. La segmentation, qu'est-ce que c'est? C'est, dans mon modèle, commencer à repérer des objets du bâti, comme par exemple les fenêtres, les portes. Alors ça, on le fait de manière assez simpliste aujourd'hui, mais on sait que quand on aura une base de modèles suffisamment grande, et on voit justement avec nos partenaires pour en récupérer des modèles qui ont déjà été traités, et souvent traités à la main. Donc, en partant des scanners, enfin des scans 3D, et en arrivant au modèle, en les comparant, ça va constituer une base d'apprentissage. Et là, on est bien dans le mix entre deep learning, intelligence artificielle. C'est ce qui nous permettra demain d'améliorer Automodèle pour répondre à tous les cas possibles pour modéliser les bâtiments et reconnaître surtout les objets qui sont à l'intérieur. Parce que quand je fais une modélisation dans Revit, par exemple, pour un architecte, je veux vraiment, ou même dans du diagnostic, je veux vraiment pouvoir qualifier chacun des objets composant le bâtiment, voire même carrément ce que contiennent les murs. Alors, évidemment, l'application de scanner aujourd'hui s'attache à décrire les formes. On n'a pas l'information sur les matériaux que composent, enfin, qui sont des murs, mais en tout cas, on fait de la segmentation. Voilà. On est capable de séparer des objets et du coup, à la fin, dans le modèle, je peux afficher mon objet que les murs, sans les fenêtres, sans les portes, etc. Donc ça, c'est quand même assez, c'est une belle avancée. Ok, j'ai une question de Romain. Le logiciel sera-t-il utilisable sur tout type de smartphone? Je vais essayer d'aller vite pour prendre toutes les questions, hein. On va essayer d'en prendre au maximum. Donc voilà, la compatibilité avec plusieurs smartphones. Ah, faut que je réponde. Ouais. Ah oui, non, moi je peux répondre. Ouais, non, Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, en collaborant avec la société américaine, on va déjà pouvoir être compatible sur les versions iOS, donc iPhone, enfin voilà, iPhone et iPad. Il y a beaucoup d'annonces cette année. Il y a Sony qui annonce son propre smartphone. C'est mieux là. Il y a Sony qui annonce son propre smartphone cette année, hein. Il y a une annonce qui est parue le 22 décembre, je crois. Intel Rincense mais course et annonce un capteur très performant. Donc, à ce niveau-là, ça bouge vraiment beaucoup. Voilà. Alors, je vais essayer de reprendre le fil des questions. Ah oui, il y a Romain qui nous demande, je ne comprends pas bien, à partir du moment où les bruits sont corrigés, comment les infractuosités et autres surfaces non planes peuvent apparaître ensuite sur le scan. Alors là, Aymeric, alors, attends, je vais relire les questions. Ouais, alors attends, je vais essayer d'en prendre une autre, moi, pendant ce temps-là. Quelles sont les prochaines étapes de développement? Alors, en ce qui concerne la R&D, spectateur anonyme, en ce qui concerne la R&D, c'est surtout Automodèle, hein, comme je le disais tout à l'heure, et l'implémentation de la vidéo 360. Et puis, pour la question précédente, je vais laisser. Alors, les surfaces non planes, c'est une vraie question. Aujourd'hui, dans la modélisation automatique, notamment parce que beaucoup de demandes, on est capable de modéliser des tuyaux, enfin, ou on va dire des cylindres. Si on a des surfaces extrêmement particulières, aujourd'hui, ça va faire partie des modèles qu'on ne saura pas modéliser entièrement automatiquement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des zones dans lesquelles on sera obligé de laisser un mix entre du maillage et qui devra être pris à la main, typiquement. Donc, on va offrir une aide à la modélisation où tout ce qu'on sait détecter, on le détectera. Par contre, il y aura des petites choses à reprendre à la main. Voilà. David nous demande service pour un modèle, est-ce que vous gardez des droits de propriété intellectuelle sur le modèle? Non, donc les modèles que vous scannez, à partir du moment où vous êtes abonné et que vous avez la licence, vous êtes propriétaire de vos modèles. Daniel nous demande quels sont les avantages significatifs
stiff vis-à-vis de la concurrence. Alors là, c'est un point effectivement important, le point de la concurrence, parce que on a vu sur la plateforme Lucid qu'il y avait peut-être eu un mélange entre la totalité des scanners qui existent sur le marché et nous, notre particularité qui est plutôt une position sur une application. Donc, comme c'est assez technique, Aymeric, est-ce que tu veux apporter quelques précisions sur la différence entre les scanners postés et ce qu'on propose nous sur l'application Ben, pour répondre à cette oui, question? déjà, ce qui est important, c'est que on fait le tour de la pièce avec ce scanner-là. Ça a deux avantages. C'est que je peux, en une fois, scanner les recoins. Je peux même éventuellement sortir de la pièce, descendre un escalier, passer dans la pièce du dessous. C'est-à-dire que je peux construire un modèle en 3D qui n'est pas uniquement ma pièce. Or, comprenez bien qu'avec un scanner posté, quand je pose mon scanner et que je déclenche l'acquisition, le scanner ne va voir que ce qui est à portée de vue pour cette acquisition. Donc, si je veux scanner plusieurs pièces ou un bâtiment complet, il va falloir que je multiplie les stations. Donc, ça, c'est en termes d'acquisition, c'est déjà un peu plus long. Et surtout, de retour au bureau, il va falloir que je réassemble tous ces nuages de points unitaires en un seul et unique nuage de points global. Alors, l'avantage de cette application-là sur mobile, c'est qu'elle fait la construction du nuage de points à la volée au cours du processus de scan. Donc ça, on va dire que c'est une différence principale par rapport à tout l'univers des scanners fixes et postés. Voilà. Après, dans les différences par rapport à la concurrence, donc nous, on a pris le parti de tout traiter sur le mobile. Alors, ça veut dire que dans notre équipe, on a des gens qui travaillent sur de l'optimisation bas niveau. C'est-à-dire qu'on va utiliser tout ce que les différents processeurs du téléphone nous mettent à disposition. Et là, on optimise du code, vous comprenez bien. On parle de 3D, c'est énormément de données et on les traite voilà, dans des temps qui sont compatibles avec un usage. Alors, c'est sûr qu'AutoModel, par exemple, pour générer le modèle, ça va prendre probablement entre 1 et 2 minutes à comparer de la phase de sauvegarde du modèle qui, elle, va prendre entre 10 et 15 secondes. Mais ce temps-là est quand même compatible avec un usage où je veux me rendre compte de ce que mon application de scan a donné tout en restant sur place. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus une demi-journée. Voilà. Ok, merci Aymeric. Alors, autre question de Daniel. Quelles sont les difficultés majeures que vous anticipez? Alors, oui. Des difficultés techniques. Aujourd'hui, on voit que ça devient florissant, en fait, le nombre de capteurs 3D qui arrivent sur le marché. Donc, on a une première difficulté, ça va être, sachant qu'il n'y a pas de standard. Donc, c'est comment allons-nous nous interfacer avec tous les capteurs existants parce que vous comprenez bien qu'une application sur un téléphone mobile, pour peu qu'on ait l'application et qu'on l'ait chargée, pour peu qu'on ait un capteur 3D, on voudra que l'application soit compatible. Donc, déjà, on va avoir, en termes de développement, on va devoir développer des interfaces pour tous les capteurs qui vont petit à petit apparaître. Et on voit que déjà, Intel a posé la base de certains SDK avec un certain mode d'interaction, en tout cas avec le capteur. Occipital en a lancé un autre. Et très probablement Apple, qui a annoncé qu'elle sortirait un capteur 3D probablement en 2019, va poser encore un autre mode de fonctionnement. Donc pour nous, la complexité, elle va être de pouvoir s'interfacer tout en n'ayant pas en évitant une usine à gaz vers tous ces capteurs. Derrière, l'autre, c'est lié à ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la 3D sur le mobile, il faut tout traiter sur le mobile et ça, c'est une difficulté qui est croissante, on va dire, et qui n'est pas résolue par la loi de Moore qui dit c'est bien, tous les 18 mois, on double la capacité de traitement embarquée dans le téléphone parce que tous les 18 mois, on double ou on multiplie par 4 la capacité de scan des différents capteurs qu'on a. C'est-à-dire qu'on multiplie en général par 4 la surface des capteurs. Donc, on se retrouve avec des données qui sont encore plus gigantesques à traiter. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue en fait, sur ce volet-là. Donc, je ne sais pas si un jour on arrivera au bout en se disant ça y est, le soft et le matériel permettent de traiter des quantités impressionnantes de 3D. On verra. Alors, question d'avis encore, il y a pas mal, j'essaie de comprendre. Combien pouvez-vous faire de pièces avec l'autonomie normale d'un mobile? Faut-il le brancher sur une batterie externe? Alors, on a
de tests là-dessus. On va dire. Alors je peux citer l'exemple de l'éolienne. Oui. À la demande d'Engie, on a scanné l'intérieur de 2 éoliennes et avec un seul mobile, on a fait l'intégralité des 2 éoliennes. Donc, moi, j'avais prévu des batteries externes en me disant, bah, forcément, à un moment donné, voilà, la batterie va se vider. Et en fait, je dirais qu'on a scanné, si je rapportais ça à des pièces, on a scanné entre 5 et 600 mètres carrés avec une batterie qui a été vide quasiment aux 2/3. Donc aujourd'hui, il faut qu'on refasse des tests d'autonomie, principalement dans des environnements plus bâtiments. Mais je dirais on doit pouvoir faire entre 30 et 50 scans d'une trentaine, voire cinquantaine de mètres carrés sans problème. Alors après, tout dépend de l'usage qu'on fait en plus du scan. C'est-à-dire que si derrière, on fait de la visualisation en réalité augmentée, si on fait de la visualisation un peu poussée, ben, voilà, on va réduire d'autant l'autonomie du téléphone. Alors, une question de Bertrand. Bonjour, est-ce qu'il y a des différences de qualité de résultats selon les caractéristiques techniques du smartphone ou son système d'exploitation? Alors, le système d'exploitation, non. Pour la simple et bonne raison, déjà, nos algorithmes sont codés dans des langages d'extrêmement bas niveau qui ne sont pas dépendants du système d'exploitation. Ce qui nous permet d'avoir une seule librairie qu'on va pouvoir utiliser aussi bien sous iOS que sous Android. Donc ça, on va dire qu'il n'y a pas de dépendance. Par contre, ce qui influe, en tout cas la qualité du nuage de points initial ou du maillage, c'est la qualité du capteur. Quelles sont les caractéristiques techniques du capteur? Il y a des capteurs, on commence à voir apparaître qui ont… faut rapprocher ça de la photo numérique en fait. Au départ, on avait des capteurs un peu grossiers, assez basse définition, puis plus on avance, plus on a des capteurs et des traitements associés qui sont fins. Et donc, c'est ce qu'on voit apparaître. En fait, là où il faudra choisir, selon les objectifs qu'on a et ce qu'on veut faire du téléphone et du scan, il faudra bien choisir son capteur 3D. Donc là, il n'y a pas de nom. Spectateur anonyme, visez-vous d'autres marchés? Y a-t-il d'autres applications envisageables avec votre technologie? Alors aujourd'hui, de la façon dont on est structuré, nous, on est plutôt sur cette verticale métier pour convaincre et pour vendre. Mais effectivement, comme on est propriétaire de notre technologie, on a toujours cette stratégie de prendre cette brique technologique et on le sait parfaitement et on a encore rencontré de grands acteurs d'autres industries sur le salon du CES. On sait bien que la demande dans cette valeur de reconstruction 3D peut être appliquée à d'autres domaines. Et en tant qu'éditeur de logiciel, on sera en capacité d'adresser cette brique technologique qui sera incorporée dans d'autres systèmes, dans d'autres devices pour d'autres applications. Et ça, on le fera. On y est tout à fait sensible à ça. On sait bien que les applications peuvent être larges. Nous, en tout cas, notre effort, pour l'instant, cet effort commercial sera concentré sur S3D Capture, mais la brique technologique, de manière indirecte, oui, on la revendra pour d'autres industries. Alors, ça a bougé, je ne sais pas si tu as regardé, Émeric, ça a bougé, je crois, pas mal au niveau des questions. Bertrand, à nouveau, comment se passe la prise en main du logiciel? Faut-il suivre une formation de chez vous à distance sur vidéo ou payante? Alors, nous, ce qu'on propose à ceux qui s'abonnent, évidemment, c'est effectivement de passer du temps avec nous gratuitement en webinar, comme on le fait là, parce qu'il y a quand même quelques explications de base. Je vous exemple, souvent, on se dit je vais aller doucement et je vais être très proche du mur, et ça, c'est 2 erreurs, en fait. On peut franchement, se déplacer. Donc, je ne sais pas si, Émeric, pendant que j'explique, tu veux vite scanner ce que tu as derrière toi, je sais pas, pour montrer comment ça se passe pour les gens qui nous regardent. Mais voilà, on se déplace de manière linéaire et on est à peu près à 1,50 m de ce que l'on souhaite atteindre. Voilà, comme ça, le capteur voit large et donc c'est meilleur pour sa précision. Alors attends, je prends la parole, Yannick, comme ça me permet d'avoir l'image focalisée sur moi. Donc le téléphone, je lance la phase de scan. Donc il y a une petite information qui dit attention, quand vous scannez, souvent on a le nez dans l'écran, et on est souvent dans des zones pour en tout cas nos clients, dans des zones de chantier. Donc attention où vous mettez les pieds. Et donc scanner revient. Alors je vais juste faire un petit scan de ce qu'il y a derrière moi. Oui, voilà, juste pour… Oui. Donc, ça revient, je garde à l'écran, voilà, ça revient à filmer comme ça.
je parcours, je parcours mon environnement voilà, à cette vitesse-là et j'ai, hop, si j'arrête, j'ai mon petit maillage ou nuage de points qui va apparaître. Je sais pas dans quel sens. Voilà, le temps du calcul sur l'appareil, et voilà. Et là, on l'a. On va Voilà, voir. donc là, j'ai mon petit, alors c'est peut-être pas très clair, j'ai mon petit morceau de fenêtre. Voilà. Alors Bah, l'idée, évidemment, c'est là, en fait. Donc voilà, donc comme je vous le disais, il y a un accompagnement gratuit de notre service client. Bien sûr, il peut y avoir des formations, s'il faut rentrer encore plus loin dans les explications, mais la prise en main se fait bien. Et après, notre modèle économique en mensuel permet de faire autant de scans qu'on veut. Donc voilà, si sur les premiers scans, on n'est pas très à l'aise, il ne faut pas hésiter à en faire autant qu'on veut, puisque le modèle économique sur la version mensuelle le permet. Mais la prise en main est relativement simple. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, qui est propriétaire de la donnée produite? Alors, je crois que j'ai déjà répondu à cette question, donc vous êtes propriétaire de vos données. Comment protégez-vous votre innovation? Comment allez-vous conserver votre avantage concurrentiel face à de nouveaux entrants? Ça, c'est le problème de toutes les sociétés qui innovent. Pour garder cette concurrence, pour garder cet avantage concurrentiel, il faut continuer à bien s'entourer, à continuer la R&D. Dans notre sac, dans notre roadmap, on a encore plein d'idées et plein de partenariats à faire. Donc, on va continuer à innover et à poursuivre. Et c'est pour ça que quand on va lever des fonds et qu'on renforce les équipes, il y a les équipes commerciales pour évidemment vendre l'application, mais il y a aussi les équipes techniques. Voilà, je disais tout à l'heure que l'application allait apprendre des modèles qu'elle a scannés, donc on va mettre de l'intelligence artificielle, par exemple, pour qu'au fur et à mesure, elle soit capable de dire là c'est une porte, là c'est une fenêtre, ainsi de suite. Donc voilà, on a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à mettre dans S3D Capture. Alors là, je vois que j'ai plus de questions, donc je pense que le temps est imparti. Donc merci beaucoup pour vos sollicitations, pour vos questions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à tous ceux qui nous font confiance et qui ont investi dans Level S3D. Il nous reste à peu près 1 mois et demi de collègues. Donc j'espère que ce soir, on vous aura éclairé au mieux. J'espère que on vous aura donné envie de nous rejoindre dans cette aventure. Donc n'hésitez pas, on a encore 1 mois et demi pour ça sur la plateforme de crowdfunding WeSeed. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, vous savez qu'on répond. Et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux parce qu'on a une actualité très riche qu'on partage tous les jours bien volontiers. Voilà. Donc je vous dis au revoir au nom de toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup. Aymeric, si tu veux conclure. Voilà. eh ben, pareil, je ne ferai pas mieux. On est là pour répondre à toutes vos questions et moi en particulier pour vos questions techniques. Donc n'hésitez pas à commenter sur les fils WeSeed notamment et sur nos réseaux sociaux. Bonsoir, merci à tous. À très bientôt. À bientôt.